Bonjour et bienvenue sur le podcast de Plume de Doctorant. Le podcast dédié à l'actualité de la recherche autour des guerres mondiales. Je suis Guillaume Hiverneau. Je suis Charlotte Barnabé. Alors que l'historiographie de ces périodes est déjà abondante et que les livres les concernant inondent régulièrement les rayons de librairie, quels sont les travaux les plus récents et quels débats animent la recherche ? C'est ce à quoi nous essayons de répondre en rencontrant les chercheuses et chercheurs qui travaillent sur les guerres mondiales. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode de Plume de Doctorant. Le 23 novembre 2024, le président de la République Emmanuel Macron annonçait lors des commémorations des 80 ans de la libération de Strasbourg que l'un des anciens enseignants de son université, Marc Bloch, allait entrer au Panthéon. S'il était déjà intégré au Panthéon des historiens, il entrera cette fois dans ce monument et cette annonce est le résultat d'une personnalité, d'un parcours singulier, d'enjeux mémoriels multiples sur lesquels nous allons revenir. Marc Bloch, historien du Moyen-Âge, fondateur avec Lucien Febvre des Annales, résistant, fusillé par les Allemands le 16 juin 1944. Alors pour en parler, nous recevons Suzette Bloch, ancienne journaliste à l'AFP, fille de Louis Bloch et donc petite-fille de Marc Bloch. Et pour discuter de cette future panthéonisation, nous sommes également avec Nicolas Offenstadt, professeur d'histoire contemporaine à l'université de Paris 1 Panthéon-Sorbonne, spécialiste entre autres de l'historiographie. Alors bonjour à nos invités. Bonjour. Bonjour. Alors pour commencer, donc Marc Bloch, né en 1886 à Lyon, est-ce qu'on peut retracer l'univers familial, le milieu social dans lequel il naît ? Oui, je vous remercie pour cette question. Elle est très importante parce que la généalogie de Marc Bloch est peu connue et elle est fort intéressante. Marc Bloch est issu d'une famille de juifs d'Alsace depuis 2 siècles, émancipés par la Révolution française. Et une de ses caractéristiques, c'est la promotion par le savoir et l'engagement au service de la liberté de la République. Et nous pouvons remonter très loin. Un des premiers ancêtres connus, c'est le trisaïeul de Marc Bloch, oui, qui était né en 1695 près de Minsk en Biélorussie. Il s'appelait Arié le, ce qui veut dire en hébreu le lion rugissant. Et il fut un célèbre talmudiste qui est encore étudié, discuté aujourd'hui partout dans le monde, particulièrement en Israël, mais pas seulement. Et il est devenu grand rabbin de Metz à 70 ans, il est mort à 90 ans, et il est à l'origine de la modernisation des yeshivas, c'est-à-dire des écoles talmudistes, déjà à cette époque. Et sa descendance, elle fut tout aussi brillante jusqu'à Marc Bloch. Et, par exemple, son fils a traduit en yiddish Platon et Voltaire. Ensuite, la descendance suivante, c'est-à-dire l'arrière-grand-père de Marc Bloch, Gabriel, est devenu français en 1791 au début de la Révolution française, donc l'émancipation par la Révolution, et il fut volontaire dans les armées de la Révolution. Et son fils, le grand-père de Marc Bloch, fut le premier et seul élève juif admis à l'école normale de Nancy. Et il est devenu instituteur et il était déjà un républicain convaincu. Et puis c'est avec le père de Marc Bloch, Gustave, commence l'ancrage dans la judéité se termine et commence la tradition laïque de la famille Bloch. Et Gustave, je vous recommande d'ailleurs de le lire, c'était quelqu'un d'extrêmement brillant, il a été reçu premier à l'agrégation de lettres, il a été normalien, comme son fils, et il opte en 1871 pour la nationalité française. Il est nommé à la Sorbonne comme professeur sur une chaire spécialement créée pour lui, en histoire ancienne, c'était un spécialiste de la Grèce et de Rome. Il était dans la première promotion de l'école française de Rome et il fut un des tout premiers Dreyfusards et un historien de grande réputation. Et moi, j'ai lu quelques-uns de ses écrits. Il avait la clarté et la simplicité du style dont a hérité Marc Bloch. Je pense que cette clarté vient de Gustave. Et Marc Bloch, d'ailleurs, dans son avant-propos, Roi thaumaturge, il rend hommage en disant « J'ai dû à mon père le meilleur de ma formation d'historien ». Et que faisait la mère de Marc Bloch ? Alors, Sarah, c'est une famille parisienne, bourgeoise, de descendants aussi famille juive,
plutôt de commerçants. D'accord. Alors, Nicolas, peut-on revenir brièvement sur le parcours professionnel et intellectuel de Marc Bloch? Oui, c'est un parcours qui est très riche pour son époque, parce que dans le fond, Marc Bloch avait plusieurs cordes à son arc comme historien. D'abord, c'est un historien médiéviste qui a un parcours académique évidemment tout à fait exemplaire. Il est normalien, agrégé, et il fait toute une carrière académique sur laquelle je vais revenir. Et il a une œuvre multiple qui est dans différentes directions, donc l'histoire médiévale, mais aussi il élargit à d'autres périodes puisqu'il travaille en histoire comparée. Et ce qui frappe aussi dans son œuvre au-delà de ça, c'est qu'il s'interroge beaucoup sur ce qu'est écrire l'histoire. Donc on peut dire qu'il a la tête historiographique, ce qui n'est pas le cas de tous les historiens. Et l'aboutissement de cette tête historiographique qui était Marc Bloch, c'est un petit livre qui est encore un bijou, qui est Apologie pour l'histoire, qui va être publié de manière posthume, parce qu'elle l'écrire sous l'occupation, et qui sera publié après la guerre. Donc c'est une œuvre qui est variée et qui s'inscrit dans une carrière avec des hauts et des bas, beaucoup de hauts, puisqu'il termine professeur à la Sorbonne, mais il échouera au Collège de France. Et ce qui est décisif sans doute dans cette carrière, c'est que Marc Bloch, donc il commence jeune homme, sa carrière avant 1914, comme beaucoup de jeunes de l'époque, il va aller séjourner en Allemagne. Le voyage en Allemagne, la science allemande, c'était quelque chose. Donc du coup, il va s'informer de tout ce qui se joue en Allemagne. Il va d'ailleurs y prendre beaucoup de choses, aussi bien pour l'histoire rurale que pour la confrontation entre l'histoire et les sciences sociales. Donc il va commencer un travail de médiéviste sur les populations rurales d'Île-de-France avant la guerre, qui va être interrompu par le déclenchement de la guerre de 14, qui va faire comme soldat pendant l'entièreté du conflit, et ça va avoir un rôle très important dans sa carrière, un double rôle. D'abord, pour l'intellectuel Marc Bloch, puisqu'il va tirer beaucoup de choses de son expérience de combattant. C'est sans doute un des intellectuels qui a le plus tiré parti de ce qu'il avait vécu dans les tranchées, comme dans le fond une forme d'ethnographie, de confrontation avec d'autres types de populations que celles qu'il connaissait dans ces milieux. Donc c'est une expérience intellectuelle. Il en fait en tous les cas de cette guerre de 14 une expérience intellectuelle. Et ça va lui servir dans son œuvre. Parce que Marc Bloch est un historien qui est toujours très attentif à faire jouer le passé et le présent l'un avec l'autre. Donc le présent de la guerre va lui servir à mieux comprendre le passé, y compris le passé médiéval. Donc un jeune homme qui, comme beaucoup dans sa génération, va connaître dans le fond une jeunesse violente dans les tranchées, mais qui va en tirer un certain nombre d'éléments positifs, si l'on peut dire, pour sa carrière intellectuelle. La guerre de 14 a une deuxième influence, cette fois qu'il n'est pas allé directement, c'est qu'il va être nommé à l'université de Strasbourg. Alors pourquoi Strasbourg? C'est pas simplement un hasard, c'est comme on le sait, l'Alsace redevient française à la suite des traités post-Première Guerre mondiale, et donc le gouvernement entend en faire une vitrine de la science française. C'est en fait en miroir de ce qu'avait fait l'Allemagne. L'Allemagne avait fait de l'Alsace récupérée après la guerre de 1870, dans le fond, une forme de modèle. Donc l'université de Strasbourg était extraordinairement privilégiée, c'était la vitrine évidemment de l'Allemagne, puisqu'il fallait bien montrer que l'Alsace était allemande. Donc revers de la médaille, quand l'Alsace redevient française, il faut faire de Strasbourg dans le fond aussi une vitrine de la science française. Et donc on nomme les plus brillants des historiens, dont Marc Bloch, qui va trouver là donc un milieu très favorable évidemment, puisqu'on tout un ensemble de jeunes hommes très dynamiques intellectuellement vont se retrouver à Strasbourg. Donc c'est dans ce milieu de l'université de Strasbourg, dans les années 20, que Marc Bloch va rencontrer plusieurs personnages savants importants, et notamment Lucien Febvre, historien moderniste, avec qui il va créer en 1929 une revue, là aussi très moderne pour l'époque, les Annales. Donc, si je résume, à la fois une œuvre personnelle très riche, une œuvre empreinte de son expérience, et aussi une œuvre collective avec la création d'une revue qui va dynamiser la science historique dès la fin des années 20. Est-ce qu'on pourrait peut-être revenir sur cette annale, justement ? Oui, bien sûr. Alors, donc, les Annales, c'est une revue donc qui est fondée dans ce petit milieu, dans ce petit creuset de l'université de Strasbourg, et qui va avoir, dans le fond, 2 ou 3 caractéristiques très très fortes et qui vont lui donner une forme de puissance intellectuelle. C'est d'abord, sans doute, car Lucien Febvre et Marc Bloch sont très attentifs au présent, c'est plutôt des gens de gauche qui sont attentifs à ce qui se joue à ce moment-là. Donc c'est une revue d'historiens qui doit être attentive au présent.
beaucoup plus sans doute que les revues qui étaient produites à l'époque, notamment la revue historique, dans laquelle par ailleurs Marc Bloch collaborait. Donc une revue qui se veut donc en quelque sorte ouverte vers le présent, donc une revue d'historiens, mais avec l'idée sans doute de toucher un public plus large que les historiens, donc un peu les décideurs, les élites politiques et économiques. Donc il faut évidemment parler d'histoire, mais il faut aussi parler des enjeux présents, d'autant qu'évidemment la date ne nous a pas échappé, mais 1929 c'est le déclenchement de la crise économique et donc de ses suites, même si c'est fondé la même année. Donc évidemment il y a des problèmes mondiaux qui se posent, et les annales se veulent un écho aussi de problèmes plus généraux que l'histoire peut contribuer à documenter, ou en tous les cas avec lesquels elle peut entrer en dialogue. Donc ça, c'est déjà un aspect très très important. Donc une revue moderne, ouverte sur le temps, vers les problèmes du temps qui se posent aussi bien socio-économiques. Et d'ailleurs, dans les annales, on va parler de l'URSS, on va parler de l'Allemagne nazie, on va parler des questions économiques. L'autre aspect qui est plus propre aux historiens et aux sciences sociales, c'est une revue qui se veut ouverte vers le dialogue avec les autres disciplines proches, les autres sciences sociales, qui va se matérialiser d'ailleurs par l'arrivée dans le comité de rédaction de gens qui ne sont pas des historiens, mais qui travaillent dans d'autres domaines des sciences sociales. Donc ça, c'est un point très fort, évidemment, c'est le dialogue avec les sciences sociales, qui, au sens très large, ça peut être le folklore, la psychologie, la linguistique, la géographie, l'économie, la sociologie. Marc Bloch lui-même étant un lecteur attentif de l'école, alors en plein dynamisme, l'école durkheimienne de sociologie. Donc un foisonnement intellectuel autour de l'interdisciplinarité. Donc lien avec le présent, interdisciplinarité, et puis sans doute aussi un élément qui est très important, c'est de dynamiser les problématiques de l'historien. Donc de sortir d'une histoire classique, diplomatique, militaire, telle qu'elle était pratiquée par beaucoup d'historiens à l'époque. Dans la revue historique, par exemple. Par exemple, et qui continue d'ailleurs à être pratiquée. Les annales ne vont pas bouleverser le paysage en tout et pour tout. Et donc l'idée est, dans le fond, de dynamiser. Alors dynamiser, ça veut dire beaucoup de choses. On l'a vu, c'est se confronter aux autres sciences sociales, mais c'est aussi, justement, trouver de nouvelles approches, plutôt par l'histoire économique et sociale que par l'histoire politique, qui était considérée comme, dans le fond, assez limitée, événementielle. Donc beaucoup d'histoire économique et sociale. Et dans le fond, cette histoire économique et sociale, elle a aussi pour but de poser des questions. Donc c'est une histoire qui se veut aussi beaucoup plus problématique. Lucien Febvre disait, dans le fond, l'histoire, c'est pas tant les faits, les événements, c'est les problèmes à poser. Donc ça a aussi une caractéristique des annales, c'est d'être plus interrogative, plus problématique que ce qui se faisait. Donc si je résumais en 3 mots, c'est un lien avec le présent beaucoup plus fort que ce qui pouvait être fait, une volonté de s'ouvrir donc à des lecteurs qui ne soient pas seulement des historiens, un contact interdisciplinaire pour féconder en quelque sorte l'histoire, la rendre dynamique, la rendre moderne, et puis aussi des problématiques beaucoup plus fortes, beaucoup plus élargies et beaucoup plus interrogatives. Donc on voit quand même qu'il y a vraiment la volonté, sans doute influencée aussi par l'Allemagne, par la volonté de concurrencer les revues allemandes les plus dynamiques, on voit que là il y a un projet quand même qui est très complet et très pensé. Donc le parcours de Marc Bloch, c'est évidemment celui d'un grand historien, mais c'est aussi un parcours d'engagement. Qu'est-ce qui se passe pour lui et pour sa famille au moment où éclate la Seconde Guerre mondiale ? Il se trouve dans la Creuse, dans sa maison de campagne, près de Guéret, à Fougères, un petit hameau. Et il est mobilisé en août 39. Et puis, il a vécu toute la campagne du Nord à l'état-major de la première armée et comme responsable des carburants. Et vous trouvez, je vous renvoie à l'extraordinaire témoignage qui est L'étrange défaite, où il raconte sa campagne. Et après la débâcle en début août 40, il franchit la ligne de démarcation et rejoint la famille réfugiée dans la Creuse. Et puis il est démobilisé. Alors, il avait 6 enfants et qui étaient assez jeunes. Les 3 aînés donc étaient dans la vingtaine d'années, et puis il y avait des enfants encore derrière. Et en octobre 40, il est détaché, il ne peut pas retourner à la Sorbonne à cause des statuts des Juifs. Le premier c'est le 3 octobre 40, je crois, le premier. Il est détaché exceptionnellement à l'université de Strasbourg, replié à Clermont-Ferrand. Et puis,
la santé de sa femme, ma grand-mère étant assez fragile, elle supporte pas le climat de Clermont-Ferrand. Il obtient d'être muté à Montpellier pour l'année universitaire 41-42. Ensuite, il y a l'occupation de la zone libre le 11 novembre 42, donc il est obligé, il quitte Montpellier avec toute la famille assez rapidement. Ils sont partis en 3 convois, je puis dire. Ils se réfugient dans la Creuse, ils retournent à Fougères. Et en décembre 42, il envoie, donc peu de temps après, donc, il envoie ses 2 fils aînés, dont mon père, rejoindre la France libre de Gaulle en Algérie, et via l'Espagne. Et ils partent avec un cousin et par une filière organisée par Marc Bloch, et ils sont arrêtés par les franquistes et emprisonnés à Barcelone. Finalement libéré quelques mois après, Étienne, l'aîné des fils, s'engage dans la 2e DB du général Leclerc, et l'autre, mon père, part à Londres et intègre le BCRA, qui est le service de renseignement et d'action clandestine de la France libre. Et Marc Bloch n'a jamais accepté et la défaite et le régime de Vichy. Jamais fait aucun compromis. Et il rejoint le mouvement franc-tireur à Lyon. Il entre dans la clandestinité, il devient membre du comité directeur. Et puis ensuite, il est arrêté le 8 mars 44, torturé et détenu dans la prison de Montluc, à Lyon. Et le 16 juin 44, donc 10 jours après le débarquement de Normandie, il est, comme vous l'avez rappelé, mitraillé avec 29 camarades par les nazis. Et sa femme, Simone, qui était venue à Lyon après avoir appris son arrestation, meurt dans un hôpital de Lyon où elle était sous enfouement. Et elle est morte de privation, de maladie, et elle n'a pas su que son mari avait été mort, et son corps a été jeté dans la fosse commune. C'est pour ça qu'il n'y a pas de corps. C'est pour ça que aussi nous avons demandé que ce soit des cénotaphes, y compris pour Marc Bloch. Marc Bloch est enterré dans la Creuse, près de sa maison de campagne, au Bourdon. Et donc, 80 ans après sa mort, on annonce qu'il va être panthéonisé. Est-il le premier historien à entrer au Panthéon? Et deuxième question, comment peut-on expliquer aussi cette renommée? Alors, le premier historien, on peut dire en tant qu'historien professionnel de métier, oui. Alors, il y a des gens qui ont soit écrit de l'histoire, soit fait de l'histoire au Panthéon. De ceux qui ont une formation, il y a le résistant Pierre Brossolette. Et puis, il y a évidemment Jaurès, qui n'était pas historien de formation, mais on sait qu'il a écrit l'histoire de la Révolution française notamment. Donc on peut dire d'une certaine manière oui, c'est le premier historien reconnu en tant que métier, producteur d'une grande œuvre, c'est indéniablement, comme historien aussi, qui rentre au Panthéon. Alors comment l'expliquer? D'abord, petite remarque, Marc Bloch aujourd'hui, chez les historiens et chez beaucoup d'intellectuels, paraît comme une forme de saint. Vraiment, c'est une figure canonique et canonisée en quelque sorte, mais ça n'a pas toujours été le cas. Ça n'a pas toujours été le cas, c'est très frappant. On le voit très bien, notamment il y a un très beau chapitre d'Olivier Dumoulin dans son Marc Bloch où il montre très bien qu'en réalité, après la guerre, après le destin que vient de retracer Suzette, Marc Bloch a été, si ce n'est oublié, parce qu'évidemment son œuvre existait, mais en tous les cas n'était pas parmi les historiens une des références les plus évidentes. Pendant longtemps, pendant des décennies, et dans le fond, la renaissance de la mémoire de Marc Bloch est assez récente, on la date assez bien des années 80. Donc il ne faut pas imaginer que juste après la guerre, il y a eu comme une forme de canonisation spontanée évidente, c'est pas le cas. On voit bien qu'en réalité, Lucien Febvre, d'abord, lui était encore vivant, donc l'école des Annales a mis en avant tout un ensemble de figures dont Marc Bloch n'était pas du tout la principale. Donc comme toutes les mémoires, elle a sa chronologie, et donc c'est assez récent. Alors, comment l'expliquer? Il y a sans doute des raisons qu'on comprendra plus tard. Il y a des éléments, des raisons, on pourrait dire, objectives qui sont liées à Marc Bloch, d'autres peut-être au contexte plus général. Alors, rapidement, en tous les cas, c'est une discussion, je prétends pas tout dire, mais d'abord, évidemment, ce qui est frappant, c'est que son œuvre va connaître aussi une renaissance, parce qu'on se rend compte que, dans le fond, en bien des aspects,
elle est particulièrement riche, enrichissante, problématique, et elle va correspondre à tout un ensemble de débats historiographiques. Donc il y a une renaissance qui est liée à l'œuvre. Il y a aussi évidemment l'idée, avec tout un ensemble de discussions sur la Seconde Guerre mondiale, il y a évidemment la dimension civique. C'est-à-dire que Marc Bloch, dans le fond, dans les années 80-90, va cumuler, pour son profit, en l'occurrence pour le profit de sa mémoire, à la fois une œuvre historienne majeure qui est redécouverte, qui est rediscutée, et en même temps une figure civique qui est assez incroyable dans un temps où il y a beaucoup de débats aussi sur la résistance. On pourrait rajouter, parce qu'on en a pas encore parlé, c'est que c'est aussi un ancien combattant de 14-18, à un moment où l'historiographie de 14-18 devient particulièrement créative et dynamique. Donc il y a tout un ensemble d'éléments qui fait que à la fois son parcours d'historien, son parcours de vie, ce à quoi il s'est confronté, la Grande Guerre, la Seconde Guerre mondiale, dans le fond, font en quelque sorte l'objet de nombreux débats, de nouvelles discussions renouvelées. Et puis il faut bien le dire aussi, c'est que dans toute cette vie, il y a quand même une dimension exemplaire et canonique. Donc il n'a pas été canonisé pour rien, dans le fond, parce qu'évidemment son engagement en 14-18 est entier. C'est quelqu'un qui va aux tranchées, qui évidemment ne cherche pas du tout à fuir son devoir. Non seulement il est encore volontaire pendant la Seconde Guerre mondiale, puis résistant. Donc il y a quand même une dimension exemplaire. On peut dire dans une république française contemporaine qui est évidente. Donc ça fait quand même beaucoup de cumul pour qui fait de Marc Bloch. Donc à la fois cette dimension civique exemplaire, en écho avec les débats historiographiques, et en plus une œuvre d'historien qui est particulièrement variée, particulièrement puissante, et qui est sans cesse d'ailleurs redécouverte encore aujourd'hui. Il y a des textes de Marc Bloch qui sont revalorisés. Donc c'est tout un ensemble. Et puis je pense qu'il y a, ça c'est on pourrait dire les explications internes, mais voilà, que je simplifie un peu, sans doute, c'est plus complexe, mais bon, pour la discussion. Puis il y a aussi dans le fond, je pense, une explication un peu externe, c'est que à un moment, donc les années 80-90, c'est le début de la montée du Front National, c'est le début de tout un ensemble de débats autour de la question de l'immigration, instrumentalisée par l'extrême droite. Et dans le fond, Marc Bloch apparaît comme juif, on en parlait de son destin, même si évidemment c'était pas la dimension religieuse était évidemment absente ou secondaire, comme on voudra. Il y a donc l'idée aussi d'un modèle d'intégration. Donc c'est l'idée aussi, dans le fond, face à des débats qui vont devenir de plus en plus importants, puis de plus en plus délétères aussi. Dans le fond, Marc Bloch peut servir de modèle d'intégration. Donc donc il y a une version négative, une version positive de cette. Mais du coup, il y a un supplément encore, en quelque sorte, ce qui est un peu un usage civique de Marc Bloch, qui est dans le fond, des juifs français, des juifs d'origine alsacienne peuvent devenir dans le fond des citoyens plus que modèles exemplaires. Et donc évidemment, ça peut aussi rentrer dans tout un ensemble de discours politiques variés, ce qui rajoute dans le fond un enjeu à ceux qu'on vient d'évoquer, je pense. Oui, tout à fait. Cette exemplarité peut servir et a servi beaucoup aux politiques comme vêtements. Ils s'en sont revêtus, ils tentent de se revêtir, et donc on reviendra à la fin justement pour un peu expliquer le processus de panthéonisation. Alors, Suzette, vous n'avez pas connu votre grand-père, mais il est connu de tous les étudiants en histoire. Je crois que c'est le premier nom d'historien qu'on identifie et qu'on retient. Quelle place est-ce que sa figure occupe aujourd'hui dans les mémoires de votre famille ? Écoutez, je n'ai pas connu évidemment mon grand-père ni ma grand-mère. Donc la coupure a été totale. Les 6 enfants de Marc Bloch étaient encore très jeunes, comme je l'ai dit tout à l'heure. Et donc je suis née dans une famille disloquée par la guerre. Il y a aussi cette dimension. Et avec une figure tutélaire emblématique, invisible pour nous. Fantomatique, quelque part. Et son fils aîné, Étienne, a dédié une partie de sa vie à publier, à faire connaître l'œuvre de son père. Il faut vraiment lui rendre hommage, parce que sans lui, je ne sais pas, il y a beaucoup de choses qui auraient disparu. Et puis, le reste de la famille a un peu donné mandat à Étienne pour s'occuper de ça. Et les autres enfants, dont mon père, parlaient extrêmement peu de leurs parents. Extrêmement peu. Donc, c'est un peu bizarre. Comment tu l'expliques, ça ?
Je pense que c'est une question de génération, c'est la génération de l'après-guerre, je pense. Une forme de En pudeur sociale Pudeur sociale, aussi peut-être cette figure écrase un peu, mais enfin pour les enfants, je dirais c'est différent. Donc je crois que c'est surtout aussi la douleur, enfin la douleur de la perte des parents brutale, donc en plus c'est avec cette célébrité paternelle dont ils ne se rendaient pas compte à l'époque. Et donc ils ont dû se reconstruire. En plus, ils se sont retrouvés dans une situation matérielle pas du tout évidente. Donc chacun s'est reconstruit et ils en parlaient vraiment très peu. Mais bon, je sais pas comment expliquer, disons que sa mémoire a infusé de façon extérieure quelque part. C'est-à-dire que on a été nourri par sa renommée, parce que ses pairs en disaient, par l'espace public quelque part. Et puis ces enfants non seulement étaient peu expressifs, en plus c'est une famille, enfin c'est l'autre aspect de la transmission de la mémoire, c'est que tous ces enfants ont été extrêmement engagés et courageux aussi pendant la Seconde Guerre mondiale. Donc Alice, sa fille aînée, qui était adorée par son père, qui l'adorait, a été cassée totalement par la mort, dévastée totalement. Et elle a été jardinière, elle fut jardinière d'enfants dans le camp de Rivesaltes, dans le camp d'internement de Rivesaltes. Elle a été jardinière d'enfants dans les maisons de Lauzet, l'œuvre de secours aux enfants juifs. Et elle a convoyé, en 1942, quand elle est venue à Lyon avec sa mère, elle a convoyé des enfants juifs jusqu'en passant par Lyon, dans les trains, jusqu'en Suisse, en changeant leur nom, leur identité. Et ça, elle l'a fait au péril de sa vie. Donc, j'expliquais qu'Étienne était dans la deuxième DB. Mon père, même s'il en a très peu parlé, a mené des actions de sabotage derrière les lignes allemandes comme parachuté. Daniel, qui avait 17 ans, 16-17 ans, a intégré les maquis si jeune. Donc, il y a cette mémoire aussi des parents. Et comme beaucoup de gens de cette époque, ils ne veulent pas parler. Mon père me disait... non, je n'ai pas de fierté d'avoir dû, peut-être d'avoir dû tuer des hommes. Je ne veux pas en parler. Mais on a tous reçu, je dirais tous, petits-enfants, cousins, cousines, tous ces valeurs morales, cet engagement pour la justice, la liberté. Et on tente chacun de préserver ce legs. Et en plus, il y a une chose assez remarquable, à part Daniel, donc ce fils qui lui est resté peut-être un peu bloqué à 16 ans, justement dans ces époques. Toute cette famille est très unie sur les valeurs, je ne dis pas sur la vie quotidienne, mais sur les valeurs, et sont tous de gauche, voire d'extrême gauche. Jusqu'aux arrière-petits-enfants, et puis... et alors, il me reste quand même, disons, cette mémoire intime, personnelle. Disons qu'il y a les lettres, quelques lettres, des photos, il y a des traces, ce sont pour moi des traces mémorielles. Il y a le fait que petite enfant, j'allais dans l'appartement de la rue de Sèvres, l'appartement familial au 17 rue de Sèvres, qui était occupé par ma tante Alice, et elle nous prenait en vacances. Donc j'ai fréquenté cet appartement qui avait la présence fantomatique de ses grands-parents, et avec le mobilier, les bibliothèques vides, il n'y avait plus rien. Et puis durant plusieurs étés, enfin tous les étés de mon enfance, on allait dans la maison de vacances de la Creuse, que j'ai bien connue. Alors tout ça me paraissait bien poussiéreux, mais la bibliothèque, le bureau de Marc Bloch, où il a écrit L'étranger fête, la société féodale, et il y avait une méridienne en velours,
Et moi, je me lovais là-dedans et j'imaginais ce grand-père. Quelle tête pouvait-il avoir? J'ai la tête des photos, c'est tout. Voilà. Et donc, cette mémoire a été transmise. Hein. D'ailleurs, vous prenez la parole au sujet de votre grand-père. Est-ce que vous êtes la seule des descendantes à le faire ou... Plus ou moins, parce que l'autre caractéristique de cette famille, c'est une grande pudeur, une timidité, et puis cette ancienne disant bon, Marc Bloch appartient à ses pairs. Et c'est pour ça que j'ai mis moi-même très longtemps, et en plus n'étant pas historienne ni universitaire, j'ai mis très longtemps à oser prendre la parole sur mon grand-père. Et chaque fois on disait non. Je suis, bon, il y a ma génération, il n'y a aucun n'a fait des études universitaires poussées. Même dans la génération des enfants de Marc Bloch, il y a le fils cadet, Jean-Paul, a fait des études scientifiques. Il a été normalien, mais en sciences. Sinon, bon, aucun n'a fait des études poussées. Ma génération, j'ai été jusqu'à la maîtrise d'économie, pas plus. Et ensuite, le premier doctorant, c'est au niveau des arrière-petits-enfants, premier doctorant Matisse en histoire à Paris 1. Donc, je prendrai, j'espère, le relais, pas trop écrasé par cette renommée. Donc, mais moi, j'ai toujours travaillé avec Étienne. En plus, c'est une famille, bon, cette génération assez patriarcale quand même. Et puis, je suis une fille. Je ne suis pas ni l'aîné, ni un garçon. Mais j'ai toujours travaillé sur Marc Bloch parce que, bon, c'est cet engagement vis-à-vis de mon père. Je me disais, bon, je lui disais, mais comment as-tu eu le courage de comme ça, d'être parachuté derrière les Allemands? Et je pensais à Marc Bloch qui s'est engagé entièrement, le corps, entièrement, comme il l'a rappelé Nicolas. Et il me répondait, bah, tu sais, quand tu reçois une gifle, tu lui réponds. Donc il y a un moment où on y va. Et donc j'ai toujours tenu, en plus face à l'instrumentalisation politique, peut-être aussi parce que je suis journaliste et que donc j'ai une certaine habitude de l'espace public. Et donc voilà. Alors justement, cette instrumentalisation, nous en parlions tout à l'heure, il a fait l'objet, donc Marc Bloch a fait l'objet d'utilisation politique, par exemple par Nicolas Sarkozy en 2009, un détournement auquel vous avez réagi tous les deux par une tribune dans Le Monde, donc cette même année. Comment expliquez-vous ces détournements? Parce que ce qu'on a expliqué tout à l'heure, c'est-à-dire ce sont des habits extrêmement commodes à porter. Donc on s'en revêt, on se repart, on détourne une partie des phrases. Alors en ce moment, bon, on est en plein dedans pour tout. Hein. Et puis ça continue depuis notre tribune où c'était Sarkozy, donc la bonne droite. Ensuite c'est carrément l'extrême droite. J'ai aussi moi réagi au Brésil, par exemple, avec des historiens brésiliens, parce que il y avait aussi l'instrumentalisation politique par la droite brésilienne, l'extrême droite brésilienne. Donc on doit être d'autant plus présent. Et il y a peut-être un élément aussi qui est... Dans le fond, Marc Bloch, c'était vraiment une figure à la fois de l'intelligence critique, de la République, de l'incertitude aussi. Hein. C'est un historien, donc il se pose des questions, il y a du doute, de la réflexion. Et du coup, ce qu'a fait la droite et l'extrême droite, c'est dans le fond, c'est d'isoler un aspect de Marc Bloch indéniable, qui est le patriotisme, celui du combattant de 14-18, celui de l'engagé dans la Seconde Guerre mondiale, du résistant, des autres valeurs qu'il portait. Donc c'était très pratique parce que dans le fond on avait une figure qui était d'une intelligence rare, reconnue par tous, une grande figure intellectuelle française, une figure
plutôt républicaine de gauche, mais dans le fond, qui avait aussi toujours exprimé un très fort patriotisme. Donc le travail qui a été opéré par la droite et l'extrême droite, c'est dans le fond de garder toute l'aura de Marc Bloch que je viens de décrire, mais en ne se servant que de son patriotisme. Et donc de découper Marc Bloch à sa manière, et de dire, ben vous voyez, une figure comme ça que tout le monde reconnaît comme en quelque sorte exemplaire à tous les, et qui n'est pas de notre milieu. C'est ça qui est intéressant pour la droite ou l'extrême droite, hein. C'est qu'ils ont une figure qui vient d'ailleurs, mais qui peuvent découper à leur manière en sortant ce patriotisme. Et donc du coup, c'est ça l'opération dans le fond de découpage, hein, qui est d'ailleurs qui a été théorisée par certains figures de la droite, hein, ce qu'on appelle la désaffiliation, hein, c'est-à-dire prendre une figure iconique, souvent magnifique, hein, et dans le fond, et de la recharger de valeurs qu'on a envie. Un autre exemple qui a été fait, qui évidemment était très célèbre, c'était le jeune communiste, hein, qui a été Guy Môquet, lui aussi, hein, victime donc de la Seconde Guerre mondiale, qui était dans le fond une figure déconnectée de ses engagements. Donc, ce processus de désaffiliation a particulièrement touché Marc Bloch pour tout ce qu'on a discuté, hein, pour toutes les qualités qui pouvaient, dans quelque sorte, se rabattre sur ceux qui en parlaient. Et du coup, dans cette opération, il y a une phrase très célèbre que Marc Bloch a exprimée dans plusieurs de ses textes, c'était notamment dans Les Tranches des Fêtes, qui était donc une phrase qui disait, dans le fond, hein, que le bon français doit à la fois accepter l'héritage de l'Ancien Régime et de la Révolution française. Je ne rentre pas dans les détails, mais cette phrase arrangeait évidemment l'extrême droite parce que ça permettait de réintégrer, hein, la monarchie, les valeurs traditionnelles dans une histoire contemporaine. Donc du coup, Marc Bloch était un prétexte. On disait, vous voyez, même un historien, même un très grand historien, même un homme, un républicain, montre l'importance, hein, de faire attention aux valeurs d'Ancien Régime. Ce qui est évidemment un trafic de citations, pour des tas de raisons, mais qui dans le fond était très pratique, hein, pour l'extrême droite. Il y a peu dans quelque sorte de figures et de citations qui pouvaient être autant utilisées parce qu'elles permettaient en quelque sorte, hein, par ce décortiquage, hein, d'isoler un aspect de Marc Bloch et de bénéficier de tous les autres en même temps. Oui, alors si je peux ajouter, quand le président Macron nous a demandé à la famille l'accord pour la panthéonisation, alors j'ai été contactée le 9 novembre par Facebook, le conseiller disait, pour donner expliquant que le président Macron voulait panthéoniser Marc Bloch et qu'il fallait l'accord de la famille. On a beaucoup hésité. Donc nous avons consulté la famille et justement face à cette instrumentalisation politique, la famille était très partagée. Mon fils était contre en disant non, on ne peut pas dans la conjoncture actuelle faire ce cadeau à Macron. Ma sœur était contre, et puis il y avait, moi j'étais partagée, mais plutôt pour, j'ai consulté des historiens, on en a parlé, et puis bon, il y avait quand même en consultation en disant non, le personnage, l'œuvre et la vie dépassent, mais quand même, donc on a accepté, mais dans une autre lettre, on a écrit une lettre d'acceptation à Macron, en faisant un certain nombre de demandes, justement pour parer à cette instrumentalisation. Et on a demandé, en résumé, qu'une part égale soit faite à l'historien, au professeur, aux combattants et aux résistants, parce que la tentation est très forte d'en faire un héros, seulement un combattant héroïque, en oubliant toute l'œuvre derrière et la critique. On a demandé que l'Université d'éducation nationale, les historiens, soit la colonne vertébrale de la cérémonie. On a demandé que l'extrême droite soit exclue de toute participation, justement en rappelant qu'il était un patriote convaincu, mais profondément antinationaliste. Et puis, enfin, que l'hommage soit purement civil, car qu'aucune participation religieuse ou communautaire, parce que l'autre versant, qui était peut-être moins évident à l'époque où nous avons fait la tribune, c'est aussi l'utilisation de la judéité de Marc Bloch comme juif intégré, juif patriote, juif héroïque, avec le CRIF derrière. Bon. Et non, Marc Bloch était athée,
et il avait foi contre une seule chose, la République. Donc c'est une bataille, et c'est une bataille dans laquelle la famille aussi s'est engagée, et je suis assez contente que justement des choses comme ces podcasts, il faut que le monde universitaire se mobilise derrière. C'est la seule chose. Je ne suis pas du tout sûre qu'à la fin, ce ne soit pas instrumentalisé. Marine Le Pen a participé, malgré le désaccord de la famille, à la pantéonisation des Manouchians, et elle s'est glissée au fond de la salle. Donc, alors c'est l'antithèse absolue des valeurs, voilà. Évidemment. On peut pas être plus antithétique, que ce pourquoi se sont battus les gens de la Fiche Rouge. Alors, le président, moi je suis extrêmement cash. Je trouve que c'est je suis la leçon de mon grand-père sur la vérité. Et le président Macron m'a appelé, donc une fois que nous avons accepté, je lui ai rappelé les termes, et il m'a dit, vous savez, moi je suis tenu par les décrets, par le protocole, le décret, je ne sais plus quel numéro, qui institue les invités, enfin le protocole pour ce genre de cérémonie. Et les présidents des groupes parlementaires sont invités d'office. Marine Le Pen étant présidente du groupe à l'Assemblée. Et il m'a dit, moi je suis tenu, mais pas vous. Bon, alors je me suis dit, qu'est-ce que ça veut dire? Je suis restée un peu plus sur ça. Et donc, je compte beaucoup sur les historiens. Et je ne sais pas si nous serons associés à la cérémonie, mais je ne sais pas. Moi, mon rêve, ce serait quand même qu'il y ait dans la cérémonie des dizaines et des dizaines d'historiens qui défilent. Il faudrait qu'ils soient là, et pas seulement les historiens français, d'ailleurs. Et il y a beaucoup d'initiatives aussi qui se développent au niveau international. Mais je dois dire qu'il faut aiguillonner. Et quel regard la communauté des historiens et des historiennes porte sur cette panthéonisation? Avant de vous répondre, je voulais souligner ce que dit la famille est important, parce que dans le fond, on voit bien l'usage qui est fait de Marc Bloch par le gouvernement, donc avec des conseillers dont certains sont des personnalités assez obscures. C'est évidemment de mettre en avant les tranches des faits. Donc dans le fond, qui est évidemment un livre intéressant, mais qui est qu'une partie, et même peut-être par certains côtés une petite partie de l'œuvre de Marc Bloch. Et donc l'idée, c'est dans le fond de valoriser l'essayiste, de valoriser effectivement le citoyen, puisqu'il prend la parole comme à la fois témoin, puisqu'il a été soldat, mais dans le fond, c'est de valoriser un peu l'essayiste, citoyen, civique, la dimension civique du personnage, alors qu'évidemment, c'est une partie limitée de l'œuvre de Marc Bloch. Et c'est pour ça que rééquilibrer vers la production savante, qui est quand même son être, évidemment, son profond, et son œuvre, qui encore une fois d'ailleurs n'est pas sans lien. Je dis pas qu'il y a l'œuvre civique et l'œuvre savante, ce serait évidemment très naïf et faux, d'autant que, mais évidemment de rééquilibrer pour montrer que Marc Bloch, c'est aussi la puissance d'un travail savant scientifique. Donc ça, c'est un véritable enjeu. Et d'ailleurs, ça se croise, puisque dans le fond, son livre que j'évoquais tout à l'heure, Apologie pour l'histoire, il y a évidemment tout un ensemble de prises de position qui sont aussi d'ordre civique sur ce que c'est que l'histoire, le métier d'historien. Donc les choses ne sont pas évidemment séparées, mais on voit bien l'enjeu qui est de les séparer. C'est que dans le fond, effectivement, comme le disait Suzette Bloch tout à l'heure, en faire dans le fond une icône civique, certes intellectuelle, mais que dans le fond ce soit l'arrière-plan, le côté intellectuel et savant, et que ce qu'on met en avant, c'est l'icône civique. Alors chez les historiens, je pense que on le sait, dans le fond, la panthéonisation, dans le fond, chez les historiens, n'est pas une grande surprise, en ce sens où, on le voit bien, c'est dans le fond aujourd'hui devenu une forme de père tutélaire de la discipline. Il est cité par tout le monde, qu'il était élu ou pas lu, et donc du coup, c'est une forme de figure à la fois paternelle, sainte aussi, pour toutes les raisons qu'on a évoquées. Donc évidemment, chez les historiens, ça a été considéré dans le fond comme une prolongation assez naturelle de la place qu'il occupait. Et j'ai vu énormément de réactions positives
Hein, j'ai pas fait de sondage ou d'études encore sur la manière dont Marc Bloch est perçu aujourd'hui, mais ce qu'on voit, c'est que encore une fois, sa place est de plus en plus importante depuis une quarantaine d'années, ça c'est indéniable. Il suffit d'avoir un peu la pratique du métier, ce qui est mon cas, pour voir que dans tous les séminaires, il va être cité comme une figure tutélaire, sans forcément que ce soit toujours approprié, mais une fois un petit peu aussi comme un cliché, parfois vraiment parce que ça dit quelque chose sur le fond, mais parfois aussi comme une forme de clin d'œil où on sait tous que c'est cette figure qui est au-dessus de la discipline. Donc en ce sens, la panthéonisation, je pense, est reçue de manière extraordinairement positive, comme une forme de consécration de ce qui existe déjà au sein de la discipline. Ce qui n'est pas le cas de l'espace public, parce qu'évidemment, la place de Marc Bloch, là, est sans doute plus inégale. Et est-ce que la communauté des historiens prépare quelque chose de particulier? Est-ce qu'il y a des numéros de revues, des ouvrages Alors, il y a évidemment énormément de choses qui sont en préparation, à tous les niveaux, des expositions, des revues, et pour ne pas m'étendre dans le détail serait sans intérêt, mais par exemple l'université de Paris 1 est évidemment très active, il y a tout un programme Marc Bloch qui s'élabore à la Sorbonne, qui travaille aussi bien sur des questions de fond que sur de l'enseignement. Donc il y a vraiment beaucoup de choses qui se préparent et qui vont évidemment aborder différents aspects. Donc je pense qu'il y a une appropriation qui va être faite par les historiens, et donc du coup d'autant plus que la famille le soutient et le promeut. L'association des professeurs d'histoire-géographie est aussi active. Il y a des choses qui vont être faites en commun avec Paris 1. Et donc d'ailleurs une des principales salles d'histoire à la Sorbonne s'appelle la salle Marc Bloch. Une plaque va être refaite. Donc il y a à la fois les aspects commémoratifs, rituels, symboliques, pédagogiques qui sont déjà lancés. Certains de ces cours ont lieu, et puis des aspects plus savants avec la publication de tout un ensemble d'œuvres. Un livre moi que j'avais édité et qui m'avait beaucoup marqué, qui était le travail d'Olivier Dumoulin justement sur la figure de Marc Bloch, qui n'était pas simplement une biographie, une réflexion héréditée. Donc il y a un foisonnement, et ça je pense que c'est évidemment aussi c'est en écho au souhait de la famille que un foisonnement pédagogique et savant qui est déjà actif. Oui, il y a pas mal de publications qui sont en cours. Gallimard va sortir Les Rois thaumaturges en folio poche. Donc ça, c'est magnifique. Il y a plusieurs... donc il y a un livre collectif auquel Nicolas tu participes, qui sera édité par Le Seuil. Il y a beaucoup de choses. Moi, je suis en train de monter un colloque à Montpellier, à São Paulo, à Rome. J'essaie de le faire aussi également en Chine. Ce que j'essaie, c'est de mettre les gens ensemble. C'est-à-dire, j'ai l'avantage quelque part d'être extérieur, en pouvant dire aux historiens qui, comme toute corporation en France, sont souvent un petit peu, je tire la couverture à moi, etc. Travailler ensemble, allez-y. Donc j'essaye par exemple l'exposition qui aura lieu, qui est commencée à être préparée par Paris 1. Il y a les archives qui veulent faire une exposition aussi, il y a l'École nationale, la rue d'Ulm, il y a le Panthéon. Alors on dit on pourrait peut-être faire un parcours avec chacun ses spécificités et puis faire une exposition un peu plus conséquente, un peu plus synthétique dans le Panthéon, où il y a un espace dans la crypte. Et il y a vraiment là je sens une super mobilisation. Le programme de l'Université de Paris est magnifique. Et puis il y a aussi une autre expérience que je voudrais vous raconter. J'habite entre Paris et les Pyrénées-Orientales. Et le département d'histoire de Perpignan m'avait sollicité pour venir participer à un colloque, une journée sur Marc Bloch dans l'université de Perpignan. Ok, c'était avant l'annonce de la panthéonisation. Je suis arrivée, l'amphi était plein à craquer. Il y avait des retraités, des étudiants, des personnages lambda, J'étais vraiment très étonnée. Et en fait, je me suis aperçue après que on était à Perpignan, ville tenue par le Rassemblement national. Et en fait, j'ai senti que c'était une espèce d'appel d'air pour les gens, de respiration. Il y avait quelque chose de différent qui leur donnait peut-être un petit peu d'espoir.
dans cette ville, vraiment, ce département où tous les députés aussi sont du Rassemblement national. Et ça m'a donné énormément de force en me disant, mais pas seulement, parce qu'il n'est pour l'instant connu que par les universitaires, hein, et puis quelques lycéens. Donc cette panthéonisation, c'est une occasion extraordinaire. Et puis il y a un film, un documentaire qui est en préparation, qui passera dans France Télévisions. Il y a un inédit qui va paraître prochainement, qui est déjà paru en Italie avec seulement tout petit éditeur, c'est-à-dire les carnets de Marc Bloch. Marc Bloch avait noté sur des carnets des notes, des citations de 1917 à 1943. Et il y a un historien italien qui a étudié ça depuis des années, qui s'appelle Massimo Mastrogregori, et il va enfin être publié en France prochainement par les éditions Amsterdam. Et là, c'est une espèce de laboratoire aussi. On sent pour vous, évidemment, l'histoire, mais aussi l'homme. C'est-à-dire que c'est à travers les citations, les notes, on sent les angoisses, on sent les appels, les élans de l'homme, les passions à telle lecture. Et ça, c'est pareil prochainement. C'est un gros volume, mais... Une nouvelle source à lire donc en langue française cette voilà. fois. Mais... Et puis, dernièrement, j'appelle les gens à aller aux archives nationales. Parce que beaucoup me demandent est-ce qu'il y a des inédits à droite à gauche. Mais en fait, il y en a dans les archives nationales. Mais personne n'y va, parce que le peu d'autorisation que je signe, vraiment, c'est un peu incroyable. Et il y a les archives qui ont été récupérées à Moscou en 1994, et dedans, il y a un ou deux textes qui sont probablement inédits. Il y a plusieurs manuscrits, plusieurs versions manuscrites de la société féodale. Là-dessus, il y a une étude à faire. Et là-dessus, allez-y. Les étudiantes et les étudiants sont prévenus, il faut aller à Pierrefitte. Merci Nicolas Offenstadt, merci Suzette Bloch pour cet entretien. Merci à vous. Nous vous remercions d'avoir écouté ce podcast réalisé par les doctorants en Seconde Guerre mondiale du laboratoire Istémé de l'Université de Caen. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à partager. Nous vous retrouvons le mois prochain pour un prochain épisode.